Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Merci de votre attention ce matin. Je vous parle aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur le travail en chaîne de valeur que nous conduisons à la FAO. Ce travail, dans le cadre de la Bassin du Congo, c'est un travail qui vient à contribuer aux réponses à la décision CEMAC de valeur ajoutée, la transformation du bois. Donc, répondre aux besoins de neutralité climatique et des moyens de subsistance, les potentiels des chaînes de valeur du bois durable, et nous allons discuter un peu cette question, comment sont les chaînes de valeur à la Bassin du Congo aujourd'hui, les opportunités qu'on a pour accroître l'impact environnemental et économique, et les pas. Bon, la première chose que je voudrais vous dire, c'est le concept de chaîne de valeur durable qu'on travaille à la FAO. La FAO a un travail déjà assez développé en chaîne de valeur au niveau de l'agriculture et on s'inspire de ce travail au niveau de l'agriculture pour l'amener à la chaîne de valeur forestière. Et donc, nous cherchons des chaînes de valeur qui soient rentables, qui ont de larges effets positifs pour la société et qui ont aussi un impact neutre ou positif sur l'environnement naturel. Ce sont des concepts que nous connaissons bien dans le cadre de l'aménagement durable de forêt, mais il faut aussi transférer ces concepts de la forêt à la production des produits ligneux. Comment on choisit ces chaînes de valeur? On fait une mesuration, une estimation de ces contributions, mais plutôt on observe aussi au niveau de politique publique quelles sont les chaînes de valeur qu'on doit investir plus, qu'on doit prioriser en pensant aux résultats des ODD, des objectifs de développement durable. Donc, comment on voit les chaînes de valeur dans les bassins du Congo? Vous voyez ici, j'ai fait un petit schéma. Et d'un côté, nous avons ce qui se passe depuis la forêt. Et ce qui se passe depuis la forêt, bon, on a la foresterie, abattage, son parc de plantation, on a aussi les pépinières associées à toute la plantation, on a la transformation primaire. Et cette transformation primaire amène les produits dans un autre segment, c'est le segment le plus intensement industriel, de la transformation et la production de panneaux, de cellulose et papier, d'énergie, etc. Bon, ce que je voulais parler aujourd'hui, c'est ce qui se passe en Afrique. Donc, ce n'est pas qu'en Afrique, il n'y a pas de la valeur ajoutée dans la chaîne de valeur. La question principale, c'est qu'on a beaucoup cette transformation primaire aujourd'hui. Donc, on a déjà des productions de meubles, d'ustensiles, de huisseries, construction, charbon, mais au niveau très informel, très rustique, orienté vers les marchés intérieurs. Donc, les marchés locaux et régionaux. Donc, c'est une transformation qui n'est pas appropriée d'une façon systémique. Et d'accord, donc cette valeur se perd parce qu'il n'y a pas de chaîne de commercialisation ajustée. Après, la grande partie de ces bois produits, pas exactement la grande partie parce que les évaluations nous montrent qu'il y a une quantité même plus grande que la quantité qui va exporter et consommer en Afrique. La seule chose, c'est que nous n'avons pas la comptabilisation de ça. Mais il y a un grand marché en Afrique déjà pour des produits ligneux. Mais il y a une grande partie, celle qui est comptabilisée, qui part à l'industrie plutôt liée à l'exportation
Et après, ce sont les segments, plutôt pour les segments de production de panneaux et après les dérivés des autres produits liés à la production, à la transformation en panneaux. Et après, ça va à meubles, ustensiles, scierie, construction. Pas beaucoup de charbon au niveau international, mais on va vers les marchés locaux, régionaux et extérieurs. Bon. Qu'est-ce qu'on pense qu'on doit faire pour vraiment aboutir à une chaîne de valeur durable et aussi avec des résultats économiques, sociaux qui atteignent les attentes des Africains? Bon, la gestion durable des ressources que nous avons vu déjà et nous avons bien discuté que c'est là. La question de la valeur ajoutée et productivité, donc vraiment un investissement, une organisation de cette production qui existe déjà et aussi des connexions de cette production aux chaînes de commercialisation, donc développement aussi des services logistiques, des services de commercialisation pour faire cette production aboutir au marché. Mais aussi l'inclusion. Donc, on parle beaucoup de la chaîne de valeur en Afrique, mais il faut penser aussi qu'ils produisent pour les marchés intérieurs, qui à ce moment-là, ils sont très fragmentés. On n'a pas vraiment des connexions de ce producteur dans une façon efficace au marché. Les centres d'une chaîne de valeur durable, ce n'est pas en Afrique, mais c'est partout. C'est une chaîne de valeur légale, donc on travaille avec la légalité et on travaille avec la génération de résultats positifs. Donc nous sommes bien, je pense, avancés dans le niveau de la légalité. Il faut avancer aussi, donc il faut travailler aussi une gouvernance pour aboutir à un accroître de la productivité, pour aboutir à une augmentation de la capacité technique pour faire cette transformation, pour avoir des politiques publiques, par exemple les politiques d'achat, vers un marché solide, un marché fort qui pousse cette production, cette transformation. Et comme résultat, nous serons arrivés aux forêts aménagées, la génération d'emplois et croissance économique, la charbon neutralité, la réduction de la pauvreté, résilience. Bon, nous voyons ici, ça passe, comme je dis, par l'insertion de l'innovation, travailler avec l'innovation, les politiques publiques et, bien sûr, les financements. Quelles sont les opportunités que nous voyons? Pourquoi maintenant? Nous avons une décision politique, une décision économique importante au sein du continent de la Centrafrique, c'est le CEMAC, la décision CEMAC. Mais nous avons aussi un contexte mondial où on a un croissant besoin de nouvelles habitations. 40% de la population mondiale aura besoin d'habitations nouvelles de 2016 à 2030. Ça, c'est un résultat de la croissance de l'urbanisation. Et en effet, une grande partie de cette urbanisation mondiale aura lieu en Afrique. Donc, si on parle des villes durables, on doit parler des villes durables en Afrique et plutôt la contribution du bois africain dans ce processus-là. Il y a ce potentiel de contribution climatique du bois plutôt à travers le secteur de la construction. La consommation du bois énergie en Afrique va plafonner seulement après 2050. Ça veut dire qu'il faut toujours investir dans la production d'énergie bois durable. Et c'est une chaîne de valeur super importante en Afrique. Beaucoup d'emplois, beaucoup de gens vraiment engagés, bougent beaucoup d'argent. Donc il faut transformer cette chaîne de valeur. Et nous savons bien que c'est un moment aussi qu'il y a une priorisation
de la restauration forestière. Et on peut aligner les efforts pour la transformation, pour la restauration forestière, aussi aux productions du bois, à la production du bois ouvrier. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la bassin du Congo maintenant? Nous travaillons avec quelques partenaires pour développer cette cartographie des chaînes de valeur. Et quand je dis une cartographie, nous prenons des détails très spécifiques, pas que sur les quantités, mais aussi sur des acteurs engagés dans cette chaîne de valeur et tous les services associés à cette chaîne de valeur. Une analyse des capacités au niveau des pays pour l'agrégation de valeur, analyse des flux logistiques, appui à la légalité, appui à l'adoption d'innovations pour réduire coûts et accroître la productivité et la légalité, appui à la coopération et à l'intégration pour un meilleur accès au marché, aux lignes de financement et pour l'optimisation de la valeur ajoutée, et un appui aux politiques publiques pour la consommation responsable. Nous avons une initiative qui s'appelle le Bois durable pour un monde durable, qui organise aussi des dialogues régionaux et des dialogues nationaux. Donc, pour cette année, nous aurons un dialogue au Cameroun, par exemple, vraiment pour discuter quelles sont les mesures nécessaires et comment on peut contribuer pour aider les pays à aboutir à cet objectif des chaînes de valeur durables et inclusives. Donc, nos prochains pas, parce que, comme j'ai dit, ce travail en cours, nous faisons des consultations. Nous sommes en train de faire des consultations et de finaliser une évaluation pour une coopération entre pays pour la construction des capacités et l'augmentation de la valeur ajoutée. Nous faisons ça avec la ATIBT. Et c'est un projet très important pour nous parce que dans ce processus de s'adapter à cette décision CEMAC, il faudra aussi comprendre mieux quelles sont les capacités installées dans les pays de Centrafrique et comment ils peuvent collaborer aussi. Donc il ne faut pas que tous les pays essayent de faire tout et toutes seuls. Donc il faut vraiment faire une analyse des potentiels de contributions. Et donc ça, c'est le travail que nous faisons maintenant en collaboration avec la TIBT. La discussion avec les pays des mesures pour promouvoir le développement des marchés locaux et régionaux inclusifs. Comme je dis, les marchés intérieurs africains bougent une quantité énorme de bois, de matériel ligneux, mais aussi d'argent. Et donc, comment faire ce processus, organiser cette production, organiser cette économie pour aboutir des résultats économiques, sociaux, environnementaux aussi plus importants. La discussion, nous faisons aussi des discussions avec les pays pour aligner une production plus efficace du bois avec les projets de changement climatique et de restauration forestière. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de stratégies climat en Afrique et même de restauration qui ne dialoguent pas avec les chaînes de valeur. Comme si les chaînes de valeur ne faisaient pas partie de cette discussion et délivrent en effet beaucoup de contributions concrètes à ces objectifs-là. Et finalement, pour la question financière, c'est aussi très important de lier donc ce que j'ai dit au niveau technique, de connecter cette discussion sur les chaînes de valeur à la restauration et au projet de changement climatique. Il faut aussi, dans les projets envoyés au Fonds vert et au Fonds de l'environnement, inclure les chaînes de valeur dans le cadre de ces projets qui sont proposés à ces grands bailleurs internationaux. Donc, c'est un petit peu de travail que nous sommes en train de faire à la bassin du Congo. Merci beaucoup pour votre attention. Il y a des questions? Ah oui. Si vous avez des questions pour Madame Thaïs, je passe le micro.
Merci. Je voudrais d'abord féliciter Madame pour sa belle présentation. Mais il y a une dimension que je n'ai pas vue transparaître, ou peut-être ça m'a échappé, c'est la réalité sociologique des pays africains, notamment. Et il faut poser les bonnes questions pour apporter les bonnes réponses. Tout à l'heure, vous avez dit que les politiques pour lutter contre le changement climatique, toutes sortes de politiques, n'intègrent pas les chaînes de valeur. Donc ça veut dire qu'on n'a pas posé la bonne question. Et la bonne question doit intégrer effectivement tout ça, parce que c'est tout un ensemble. Je me plais à dire toujours, on peut décliner toutes sortes de stratégies, toutes sortes de réflexions, mais si on n'a pas pris la dimension sociologique des choses, c'est-à-dire la pauvreté, comment est-ce qu'on va la réduire? Le monsieur qui est proche des forêts, qui s'élève, qui n'a pas d'autres ressources, qui doit scolariser ses enfants, qui doit se soigner, qui doit faire ceci, si on n'intègre pas pour qu'il puisse faire face à ça, il va aller couper dans la forêt, c'est clair et net. Bon, je ne vais pas revenir sur ce débat, on a tellement fait. Je veux dire qu'il faut qu'on ait une pression sur nos hommes politiques pour les obliger à vraiment à raisonner, pas dans des bureaux climatisés et tout ça, mais en intégrant les parties prenantes, de sorte qu'on puisse poser les bonnes questions pour apporter les bonnes réponses. Sinon, on passe à côté de la plaque. Et ça, vraiment, merci pour votre présentation. Je serai très heureux de la voir en partage, ça me fera plaisir. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Il n'y en a plus? Tiens. Ok. Alors, je passe le micro à Richard Reba de CIFOR. Ok, merci beaucoup, Madame la Présidente. On m'a demandé de réagir en quelques minutes à cette présentation de la FAO, très riche sur les chaînes de valeur. En quelques minutes, on ne peut pas être détaillé. C'est pourquoi je vais revenir sur un certain nombre d'aspects. Un des aspects, c'est la partie marché local de la chaîne de valeur. Il y a beaucoup de politiques volontaristes actuellement, par exemple pour interdire l'exportation des bois, mais ces politiques volontaristes ne concernent que très peu le marché local du bois. Je vais vous dire que nous avons fait une étude avec Marcus Siboula et la valeur des produits en bois que nous importons, que l'Afrique centrale importe en termes de mobilier est probablement supérieure à la valeur de ce que nous exportons. Et il n'y a pas de politique volontariste là-dessus. L'État, par exemple, détient, si j'en crois l'exemple du Cameroun, plus de 15% du marché local du bois. On l'a vu, on a aidé l'État du Cameroun à instaurer une politique d'achat public qui respecte la légalité. C'est à ce moment-là qu'on a étudié le marché local. Et ces 10-15% peuvent devenir moteurs. Pourquoi ne pas avoir une politique publique qui permet l'acquisition des produits en bois tropicaux, des produits d'Afrique centrale, au lieu toujours d'être extraverti, se tourner vers les marchés extérieurs. Un autre point que je voulais soulever, quitte à être... Les politiques des États ne peuvent pas être toujours critiquées. Mais c'est bien d'avoir d'interdire l'exportation des grumes. À mon avis, quand on est déjà à 70% comme le Cameroun, ça ne va rien apporter de grand. Scientifiquement, ça peut être démontré. On a vu l'exemple du Ghana qui a arrêté l'exportation des grumes en 1978. Donc, on a des données. Dernièrement, au Gabon, j'ai eu beaucoup d'enthousiasme de la part du ministère en charge des forêts, mais cet enthousiasme n'était pas le même au ministère de l'économie, croyez-moi. Donc, je pense que
il faut une autre politique volontariste. Prenons l'exemple d'un pays comme le Cameroun, qui exporte 600 000 mètres cubes de sillage. Si 200 000 mètres cubes de ces sillages étaient transformés au Cameroun en d'autres types de produits, ça ferait 10 fois plus de valeur pour le secteur forestier. Donc, est-ce qu'on ne peut pas avoir d'autres politiques qui permettent à ces 200 000 mètres cubes d'être transformés au Cameroun en partie de meubles, en meubles, quitte à être exportés en meubles ou en partie de meubles? Et c'est peut-être pas des lois qui obligent. Peut-être qu'il faut des incitations fiscales pour qu'on investisse. Parce que les forestiers, ils sont dans un business différent. La récolte des bois, la transformation primaire, le transport des bois, ils ne sont pas des menuisiers obligatoirement. Ils ne savent pas faire des panneaux obligatoirement. Peut-être qu'il faut des politiques publiques, des incitations fiscales ou d'autres incitations pour que, au lieu d'exporter 600 000 mètres cubes de sillage, on n'en exporte que 400 000 et que 200 000 soient encore transformés à l'intérieur du pays. C'est valable pour tous les pays d'Afrique centrale. Et à mon avis, c'est là que les politiques volontaristes doivent être tournées. On en a fait trop pour les grumes. Personnellement, je pense qu'il faut laisser toujours, mais ça n'engage que moi, une petite marge de grumes de 10-20% pour que les sociétés, selon les évolutions du marché, fonctionnent. Mais ça n'engage que moi. 100% c'est très bon. Mais pour avoir plus d'incidence sur les économies, il faut des différentes sur la transformation du bois. J'espère que je n'ai pas pris plus de temps qu'il m'a été donné. Merci. Je voudrais, si je pourrais compléter un peu. Effectivement, ça a été aussi le raisonnement qu'on a eu au Gabon, où le gouvernement a comme incitation dit donc tous les produits qui sont des produits finis, au lieu de les taxer en droit de sortie, on a mis 0 droit de sortie. Et ça, c'est justement pour encourager les entreprises à transformer. En même temps, il y a aussi des exonérations de matériel que vous importez. Et c'est ça qu'il faut. Mais il faut un temps. Et un volet, et la TBT est très fort occupée avec ça aussi, c'est la formation. Parce qu'on a un manque de personnel formé dans ces entreprises. Et ça, il faut le dire, c'est beaucoup plus des PME. Mais si vous regardez même en France la composition de l'économie, ben les PME, ils ont un rôle énorme là-dedans. Alors que je me rappelle que le code forestier est compliqué davantage l'accès à la ressource pour les PME. Donc il y a vraiment des choses à faire et il faut aider les entreprises à le faire. Mais peut-être qu'avec la CEMAC, on va y arriver. On est en train de travailler sur l'harmonisation de la fiscalité. Monsieur Guillep, on aura une grande tâche. Hein. On doit être très fort là. Oui, je voudrais juste faire un commentaire. Je suis tout à fait d'accord que cette transformation ne se passe pas sans une planification et une détermination politique. Donc, et quand on parle, et c'est pour ça que j'ai montré un peu ce flou, cette séquence de ce qui se passe dans la chaîne de valeur en Afrique, parce que comme je dis, ce n'est pas qu'il n'y a pas une transformation en Afrique. La question est qu'il y a une transformation aussi qui n'est pas comptabilisée, mais que ce n'est pas vraiment compté pour la formulation des politiques. Donc c'est comme si c'était une transformation invisible. Et comme ça, on n'arrive pas à développer, à améliorer les capacités de production. Et ce qui me concerne un peu, je parle comme une technicienne, mais aussi quand on pense aux objectifs de développement durable, c'est qu'on pense maintenant beaucoup à cette transformation, à construire les capacitations pour l'exportation, parce que c'est ça que concerne la décision CEMAC. Par contre, il y a encore toute une population de producteurs qui sont là-bas et qui peuvent être inclus
dans cette chaîne de valeur avec des résultats très positifs. Donc, par exemple, un travail que nous faisons maintenant au Cameroun, c'est un travail avec les centres de production de bois parce que le centre va recevoir maintenant d'argent pour rénovation. C'est vraiment de construire ces liens avec la formation des capacités, avec les producteurs pour les marchés intérieurs. Donc, pour créer une dynamique forestière durable au sein du pays. Donc, je suis tout à fait d'accord avec M. Eba parce que c'est vraiment, il faut avoir une planification, une détermination politique pour aboutir à cette transformation. Je voulais d'ailleurs ajouter que si on fait un peu de prospective, à cause de la croissance démographique et de plus de potentialité en matière de croissance économique, pour l'avenir, la demande en bois tropicaux va s'accroître dans les pays tropicaux. Ce qui n'est peut-être pas le cas dans les pays occidentaux. Donc, il faut réfléchir en fonction des marchés des pays tropicaux. Croissance démographique, croissance économique, ça va résulter en plus de demandes de bois. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on anticipe? Je pense deux questions. Toi, un. Et après encore Grégoire. Mais je suis tellement en plein dans le sujet. Bon, comme on n'a pas suffisamment de temps, on ne peut pas développer les idées qu'on veut. Mais je pense qu'on est en phase. Quand je dis qu'il faut poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses, c'est ça. Je voudrais interpeller ma présidente de la TIBT. Elle a dit qu'il y avait un débat, une lutte fiscale. C'est très bien, mais il faut transcender la fiscalité. Il faut aller vers la lutte, c'est-à-dire le financement. Comment mettre à la disposition des petites et moyennes entreprises qui sont le tissu essentiel d'une économie dynamique, l'accès à la ressource financière pour s'équiper, pour se former. Parce qu'il ne faut pas toujours attendre les projets de formation de la FAO, de ceci. Ça va s'arrêter. Ils ont d'autres objectifs. Donc les États doivent définir des politiques très claires qui prennent en compte les besoins du marché. Comment le petit j'ai un code comme ça. Quand on demande à un exploitant forestier du Cameroun qui sait que couper l'agrume, transporter, exporter, on nous dit c'est interdit aujourd'hui. C'est une très bonne chose. Mais qu'est-ce qui devient? Le personnel qui est avec lui, les familles qui l'entretiennent derrière, il faut lui permettre de se transformer pour devenir industriel. Oui, mais là, c'est de l'argent. Ce n'est pas la FAO, ce n'est pas la Banque mondiale qui vont nous donner. Ce sont nos États. Il faut mettre des mécanismes financiers durables d'accès au crédit à moindre coût, etc., etc. Il n'y a pas que la fiscalité. La fiscalité, c'est le premier combat. Après, il y a autre chose. Donc, Françoise, je t'interpelle là-dessus. En tout cas, je suis là. Nous, on connaît ce problème en Côte d'Ivoire. On est passé par toutes ces étapes-là. On a une expérience en la matière. On peut partager avec vous. En tout cas, je connais bien M. Eba parce qu'on a travaillé sur des études de CIFOR. En tout cas, c'était une très belle présentation. Moi, j'aimerais bien avoir votre présentation. Merci. Grégoire. Oui. Merci, Madame la Présidente. Merci pour les deux interventions que nous avions suivies. Mais je voudrais revenir sur l'intervention de mon cher Eba, qui en fait m'a laissé sur la soif. Parce que quand Richard dit il faut d'autres politiques, mais quelles sont ces politiques? Richard, tu aurais pu aller un peu plus en avant, parce que lorsque la CEMAC décide d'interdire l'exportation des grumes, c'est une politique. Hier, je donnais l'exemple du Congo où, en 2000, nous avions décidé que sur une période de 3 ans, 85% de la production soit transformée. En 2022, on est à 50%. Donc, quand vous dites que, bon, c'est un avis personnel, qu'il faut encore continuer à laisser l'exportation des grumes, moi, personnellement, j'y suis opposé.
il faut une série de mesures contraignantes, mais également qui vont faciliter les industriels à aller vers la transformation. Commençons par interdire l'exportation des grumes. Le Gabon l'a fait, il y a eu certainement des faiblesses, il faut les relever, mais il faut je voulais dire, tirer profit des atouts de la décision qui a été prise par le gouvernement gabonais. Il y a les incitations fiscales. Notre collègue de la Côte d'Ivoire a dit ce n'est pas tout. Il faut mettre en place des fonds. L'un des problèmes de l'industrialisation, c'est l'importance des investissements. Bon, on parle souvent des grandes sociétés, etc. Mais comment une PME peut s'industrialiser avec nos systèmes financiers qui ne permettent pas en fait d'accompagner les PME, les PMI dans le développement de leurs activités. Donc, je pense qu'il y a des mesures qui doivent être contraignantes, qui peuvent avoir au départ un impact sur les sociétés forestières, mais qui, sur un long temps, va être bénéfique aussi pour l'État, autant pour les sociétés forestières. Merci. Bon, merci Grégoire, merci pour toutes les interventions, mais on va tous dans le même sens, qu'on doit avancer, évoluer, transformer, exporter, être présent sur le marché. Le bois, comme j'ai dit toujours, le bois tropical africain, parce que j'y ai perdu mon cœur, me passionne et me passionnera jusqu'à mon dernier souffle et je serai toujours là pour pousser. Donc, merci beaucoup Thaïs, merci Richard. On va lever la séance pour faire préparer la prochaine. Et en tout cas, on continuera. Ceux qui voudront avoir l'exposé de Thaïs, s'ils approchent la TBT, ils pourront l'avoir, sans problème.